chut. Bonjour mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre ce matin. C'était l'heure justement de dire bonjour et de vous recevoir. Et j'espère que vous apprécierez les thématiques sélectionnées pour vous ce matin au cœur de l'actualité, bien sûr, en Algérie. Alors aujourd'hui, dans un petit moment, on connaîtra les nouvelles du ciel avec Amel Laribi, mais avant, je vais vous citer les trois thèmes principaux de cette édition de Bonjour d'Algérie. Nous parlerons de tennis à l'occasion d'un tournoi international qui a débuté déjà hier. Nous verrons un petit peu les chances des Algériens, des athlètes qui sont en lice sur ce tournoi, ce pool justement. Et puis également, nous parlerons de santé une fois de plus sur ce plateau, puisque nous ferons un retour sur un événement que nous avions déjà annoncé il y a quelques jours. Il s'agit du relais en faveur de la lutte contre le cancer infantile. Et oui, nous allons parler un petit peu de l'impact de cette opération de sensibilisation qui vise à la construction du premier centre oncologique pédiatrique en Algérie. Et puis voilà, ça c'était très bien. On va un petit peu suivre avec un reportage justement le déroulement de cet événement en particulier. Et puis nous allons marquer évocation aujourd'hui s'impose à l'occasion de la journée nationale du Shahid de la guerre de libération. Il s'agit donc d'une journée marquante dans l'histoire de l'Algérie, une journée déterminante dont on parlera, puisque c'est vrai qu'on connaît cette date, mais on ne connaît pas l'origine de ce choix de date. On va un petit peu développer cela avec monsieur Mohamed Rebah tout à l'heure, un passionné d'histoire de notre pays surtout. Voilà mesdames, messieurs, qui est dit par rapport un petit peu au contenu. Je vous souhaite une excellente matinée une fois de plus et un bon réveil. Et tout de suite, un point météo avec Amel Laribi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci. En pleine effervescence, Oui. le studio ce matin. Ça bouge. C'était autant que le maquillage. Pareil. C'était autant que la Pareil, loge. pareil, oui. Les coulisses grouillent d'énergie ce matin et ça fait Ça va plaisir. un peu de partout. C'est un peu la faute au soleil? On va dire ça, oui. C'est la bonne humeur. Ouais. Les gens sont bien. Il fait bon, on se fait réveille bon, bien. oui. Des températures douces, là. agréables. Donc ça va. Oui, très bien. On a déjà commencé à planter le décor, je Voilà. vois. Alors, donnez-nous les détails, s'il vous plaît. Allons-y. Alors bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, de la brume et des nuages bas, mais en matinée sur les régions de l'ouest, mais plus près des côtes, le ciel deviendra dégagé à partiellement voilé, également sur le centre et l'est, où le temps restera dégagé à partiellement voilé. À noter par contre, en fin de soirée, le ciel se voilera par contre sur les régions de l'ouest, souvent voilé sur le sud-ouest, la Saoura, également le nord Sahara. Partout ailleurs, le temps restera dégagé à partiellement voilé, mais deviendra progressivement nuageux, mais en fin de soirée sur la wilaya de Tindouf, également Béchar, avec possibilité de quelques faibles pluies éparses et de fréquents éléments de sable sur le sud-ouest, le Sahara central et le sud du Sahara orientale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les températures seront plutôt douces pour la saison, avec toutefois un maximum de 22 degrés du côté de Tlemcen, Oran, 20 degrés à Mascara, 19 à Alger, 17 degrés à Tizi Ouzou, 16 à Annaba, 14 Sétif, 13 à Al-Biyad, 12 Djelfa, 11 Batna, au sud 16 degrés le minimum Béchar, Biskra, 17 à Gardaya, 20 degrés Hassim Soud, Ouargla, 23 Tindouf, Taman Rasset, Janet, 26 degrés à Drarin Salah et bien sûr le maximum 28 degrés Borj Bedi Mokhtar et In Gazam. Et comme d'habitude, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où aussi le temps s'arrange avec de belles éclaircies qui prédominent sur Dublin, Paris, Bordeaux, également Marseille, Lisbonne, Rome, Budapest, Prague, Varsovie, Helsinki, quelques pluies par contre à Oslo, un beau soleil par contre à Berne ainsi qu'à Athènes et Bucarest. Côté température, eh bien, on relèvera 2 degrés seulement à Helsinki, 4 à Oslo, 8 à Copenhague, Varsovie, 13 à Berlin, 14 à Paris, 11 à Londres et Berne, 16 degrés à Rome, également Athènes, 15 à Madrid et enfin 14 degrés Marseille et Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis.
Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente journée. Bonne journée. Et bon vent pour la suite. On aura besoin. Les autres points météo qui vous attendent. Inch'Allah. Merci, Voilà. Nadia. Vous êtes avec nous sur Bonjour d'Algérie, mesdames, messieurs, et tout de suite un point d'actualité avec Nejma Harache et ses invités. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique doit rencontrer les cadres des œuvres universitaires dans le cadre des rencontres périodiques initiées par le ministère au siège du ministère, donc à Benaknoun. À Tiaret, le ministre des Moujahidines doit présider les cérémonies officielles de la célébration de la journée nationale du Shahid. Et à Djelfa est prévue aujourd'hui une visite de 2 jours du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, où il doit entamer donc une visite de travail, où il présidera les festivités commémoratives de la journée nationale du Shahid. Nourdine Bedoui inspectera à cette occasion le projet de réalisation du marché régional des fruits et légumes et celui d'un hôpital de 60 lits à Bérine. Et à Bouira, le ministre des Finances procède à l'inauguration d'une nouvelle agence locale de la Badr. Il visitera également le nouveau siège du Centre des impôts réalisé à Bouira, ainsi que les nouveaux sièges de la trésorerie publique et du contrôle foncier de la Wilaya. Et à Béchar, le ministre de l'Énergie procédera à la mise en service des réseaux électriques alimentant des lotissements de la commune de l'Ahmar et lance les projets du centre des carburants dans la commune de Béchar ainsi que du centre culturel et sportif de Naftal. Mostafa Guitouni lancera par ailleurs les travaux de la distribution publique de gaz de Igli. Et à Chlef, le ministre de la Culture préside également les festivités commémoratives de la journée du Shahid. Azdin Mehoubi visitera à cette occasion une exposition livresque et se rendra à la bibliothèque principale du chef-lieu de la Wilaya, où il doit rencontrer les représentants locaux de la société civile. Et à l'APN, aujourd'hui, séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi portant sur les activités vétérinaires, suivi de débats et la réponse du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche. Au musée central de l'armée, célébration également de la journée nationale du Shahid et un autre atelier de formation sur la lutte contre le commerce illicite et la faune et de la flore sauvage menacée d'extinction en Algérie. Ça se passe à Hussein-Dey. Journée d'information sur les opportunités d'affaires entre l'Algérie et le Burkina Faso, organisée par la Chambre algérienne du commerce et d'industrie. Ça se passe à la salle El Jazair à la SAFEX. Forum sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes organisé par la Confédération générale des entreprises algériennes. Ça se passe au CIC à Alger, et rencontre sur le développement du tourisme thermal sous l'égide du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, et ce dans le cadre de la mise en application des recommandations issues des Assises nationales du tourisme. À Msila est prévue aujourd'hui ouverture d'un premier colloque national sur l'action caritative et le volontariat en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Ça se passe à l'université Mohamed Boudiaf. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Tout de suite, l'invité de la matinale reçoit le directeur des transports d'Alger, Monsieur Rachid Ouezen. Bonjour, bienvenue à vous. Donc, on va revenir ce matin sur les carrefours intelligents qui seront installés dans la capitale. Pour une première phase, on a dit qu'il y aurait 25 carrefours intelligents en attendant d'alimenter la capitale avec 200, n'est-ce pas? Bonjour madame. Donc madame, c'est-à-dire les 25 dont on avait parlé, c'était une zone pilote qu'on avait choisie. Ce n'est pas 25. D'accord. En tout, il y a 504 carrefours qui sont prévus. Entre Alger, Alger-Est et Alger-Ouest. Voilà, donc ils s'étalent sur une zone d'études homogène pour qu'on puisse apporter une amélioration. Voilà. Dans une première phase, c'est-à-dire il y a un contrat-programme, c'est un contrat qui est constitué de 3 phases. La première phase constitue de 200 carrefours et un centre de régulation de la circulation. C'est ce centre qui va coordonner et qui va gérer ces carrefours.
On va parler du centre dans un petit moment. Pour le moment, dites-nous, Monsieur Ouezet, qu'est-ce que c'est qu'un carrefour intelligent? À quoi il va servir exactement? Est-ce qu'il apportera des solutions réelles en matière de fluidité de la circulation routière? Madame, on ne peut pas parler d'un carrefour, on parle d'un système. Le carrefour, il fait partie de ce système. Voilà. Un système intelligent de la régulation du trafic, c'est-à-dire en temps réel, on connaît la situation de la circulation. On a des équipements qui sont installés dans la voirie, qui recueillent les données sur le trafic, c'est-à-dire la charge de la congestion, et en fonction de la charge, en fonction de la situation, il y a des algorithmes, des logiciels qui analysent, qui décortiquent, qui font des propositions. Parmi les propositions, c'est la régulation des carrefours. C'est-à-dire, ils priorisent un axe, par exemple, qui est saturé plus qu'un autre. Voilà, et coordonne, c'est-à-dire quand on démarre d'un carrefour, c'est toute la série de carrefours qu'on trouvera en vert, ce qu'on appelle l'onde verte, c'est-à-dire quand on démarre, on trouve vert. Tout ça, c'est coordonné au niveau du centre de régulation. Et ce carrefour aussi, on l'appelle intelligent, pourquoi? Parce qu'il s'adapte. On ne le règle pas à la situation. À la situation, voilà. C'est pas 40 secondes, 20 secondes, non, c'est pas ça. C'est en fonction de l'occupation de la voirie. C'est en fonction de ça qu'il applique ces algorithmes, il applique le phasage du carrefour. Très bien, très bien, monsieur. Donc, c'est un projet qui bénéficie d'un savoir-faire étranger, espagnol, grâce au partenariat établi entre les deux pays. Le projet, madame, il est algérien, financé par l'État algérien. Le partenariat il consiste en la création d'une société mixte entre deux entreprises étrangères, espagnoles, comme vous l'avez dit, qui sont spécialisées dans la régulation de trafic, et deux entreprises de wilaya. Une spécialisée dans la circulation, c'est-à-dire la gestion des parkings, la signalisation horizontale, c'est elle qui gère actuellement donc les feux existants, c'est le GCTU. Et on a la deuxième entreprise qui est l'ERMA, qui s'occupe de l'éclairage public. Pourquoi l'éclairage public? Quand on aura terminé, donc la priorité pour nous, c'est la circulation qui pose problème. Après, on passera aussi à la télégestion de l'éclairage public pour faire des économies d'énergie. Voilà. Quelles sont les communes pilotes que vous avez choisi de Sur les commencer? 200, c'est pas le... Il y a les 16 communes. Voilà. Mais on a pris une zone pilote pour nous permettre de nous adapter, de nous organiser. Ça, on va la livrer au courant de ce mois. Mais le reste, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas avancé dans les autres zones. C'est-à-dire qu'on va commencer donc à installer des équipements dans les autres zones aussi. Quand ça veut dire qu'on doit... Zone, c'est un découpage, madame. Un découpage à nous. Mais en termes de spatial, c'est toutes les communes. Voilà. Oui, on a compris que c'est toutes les communes d'Alger qui sont concernées. Mais est-ce que le choix a été fait par rapport au point noir de cette commune, ou bien par rapport à la facilité des tests que vous allez opérer? Non, ce n'est pas la facilité des tests, madame. C'est-à-dire, donc, on a commencé au centre-ville, on a pris des échantillons, ou bien on peut appeler des échantillons, on peut appeler une planche d'essai, mais voilà, c'est une zone pilote. Donc vous allez commencer par Belwezdet, c'est ça? Belwezdet, voilà, toute la zone, pas Belwezdet, c'est-à-dire de champ de manœuvre, le 1er mai jusqu'au ruisseau, carrefour de ruisseau, voilà, c'est toute la zone. Voilà. Et les autres zones aussi, donc en termes de génie civil, c'est-à-dire on a creusé, peut-être que vous avez constaté, madame, donc on est en train de creuser un peu partout au niveau des carrefours, c'est-à-dire tout le génie civil est finalisé presque au centre-ville. Voilà. Il nous reste donc les équipements des autres phases, ils sont en phase d'expédition, qu'on va installer aussi, qu'on va mettre en service progressivement. En plus, madame, on ne peut pas mettre en service complètement le système, parce que, voilà, on essaie... Il faut aller graduellement. Voilà, madame. Tout à fait. Et bien sûr, il y a des aménagements qui suivent à côté. En plus de ça, parce qu'on ne se limite pas à équiper des carrefours en feu, on aménage, c'est-à-dire on corrige la géométrie, parce que pour augmenter les capacités d'un carrefour aussi, il y a la géométrie qu'il faut revoir. Voilà. Il y a ça. On a pris en considération beaucoup plus donc tout ce qui est les personnes à mobilité réduite. Voilà. On fait l'abaissement des trottoirs, on aménage de manière à ce que les personnes à mobilité réduite peuvent circuler facilement. On a pris en considération aussi pour les malvoyants, c'est-à-dire quand il y a des rouges, il y a des sons. Des trucs acoustiques, voilà, il y a des sons pour dire qu'elle est rouge, elle est verte, voilà. Voilà, pour les malvoyants. Donc on a tout pris en considération de manière, madame, à améliorer les conditions de circulation. Voilà.
Voilà. Et madame, c'est pas le seul aussi, hein. Il n'est pas le seul. Ça, il vient pour augmenter l'efficacité de toutes les actions qui ont été prises déjà par le pouvoir public en termes de développement des transports collectifs. Parce que c'est les transports collectifs, madame, qui vont beaucoup plus améliorer les conditions de circulation. Parce que là, on agit sur la consommation de l'espace vierge. Tout à fait. Mais vous venez de parler de la topographie et justement, paraît-il que vous avez rencontré beaucoup de difficultés par rapport à cela, d'où le retard des travaux. Vous avez rencontré des terrains accidentés, n'est-ce pas? Madame, beaucoup plus, on rencontre beaucoup plus, madame, les réseaux de concessionnaires Sonalgaz, CEAL, voilà, ce serait, mais qui coordonnent avec nous de manière à régler le problème sur place, voilà. Eh bien, tant mieux. Et pour ce qui est du centre de régulation de Cuba, donc il sera doté de nouveaux équipements pour coordonner, c'est ça? Donc tous les équipements qui sont installés au niveau de la voirie, que ce soit les feux rouges, comme vous l'avez dit, que ce soit d'autres équipements de détection de véhicules, tout ce qui est les panneaux à message variable pour informer les usagers sur la situation de la circulation, tout ça sera raccordé au centre de régulation de Cuba. Et au niveau de ce centre, on développe d'abord, on régule, on propose des solutions, on diffuse l'information, voilà, aux usagers pour connaître la situation de la circulation. Comment vous diffusez les informations? Les informations, on les diffuse par deux manières. Il y a les panneaux à message variable qui sont installés sur les grands axes pour informer les gens. Par exemple, voilà, par exemple, je prends le cas de Ben Aknoun à l'aéroport, on affiche, vous avez, si vous empruntez la rocade sud, vous avez 20 minutes. Si vous changez, par exemple, vous empruntez un autre itinéraire, c'est 15 minutes. Donc il y a le choix. Pourquoi on fait ça? C'est pour un peu reporter cet influx pour gérer d'une manière optimale, efficace le réseau, voilà, et l'optimiser, voilà, c'est ça. Il y a le réseau aussi, il y a le site web aussi, il y a un site web. Donc avant de partir, on pourra consulter le site web pour savoir l'itinéraire le plus fluide pour arriver à temps, voilà. Tout à fait, c'est un peu le même système que le métro, le tramway. Par contre, je vais sortir du sujet, je vais faire une petite remarque. Il n'y a pas suffisamment d'informations pour les passagers au niveau du métro d'Alger. Il n'y a pas suffisamment d'informations par rapport au temps, au timing. Par exemple, dans combien de temps tel métro va arriver, on ne l'a pas. Oui, prochainement, si, madame, les premières lignes qui ont été conçues déjà, oui, mais après, oui, parce que c'est facile, madame, c'est pas difficile pour mettre ça, voilà, pour dire que... Parce que quand même, le métro d'Alger, ça fait longtemps qu'il est opérationnel. Mais il y a une chose, c'est-à-dire que quand je parle de ce centre de régulation, parce que ça, on parle de la mobilité, on ne parle pas de la circulation, bien de ça. Il y a la troisième phase qui parle de ça, l'information des usagers de transport collectif qui est prise en charge aussi par ce centre. Très bien. On va revenir au centre de régulation de Cuba. Donc, il sera livré normalement le mois d'octobre? Oui, fin d'année, voilà. Fin d'année. Voilà. On est en phase d'aménagement de tout ce qui est infrastructure et il est achevé. Donc, on passe aux aménagements intérieurs. Voilà. Donc, ça, c'est pour réguler les 200 carrefours au niveau... 500 carrefours. On a dit 200 à Alger. Et les 300 autres, c'est entre Alger Est et Alger Ouest, c'est ça? Vous savez, madame, on ne peut pas parler d'Alger Ouest parce que toute la capitale, c'est 500. La circulation n'a pas de limite, voilà. D'accord, voilà. très bien. C'est la zone d'influence, on peut dire ça. Voilà, il touche la zone d'influence. Quand je dis 504, pas forcément 504. Voilà, ça sera plus. Voilà. Dans un premier temps, ce qui est financé jusqu'à présent, c'est 504 carrefours. Voilà. D'accord. Et donc, il y aura ce grand centre de régulation de Cuba. Il y a un deuxième centre. Il y a un deuxième voilà. centre qui sera donc installé au niveau de là où il y a le centre de la vidéosurveillance. Là, c'est un centre pour sécuriser dans le cas de panne. Et pour d'autres utilisations, voilà, d'autres utilisations spécifiques. Voilà. De maintenance? Pas de maintenance, non. Par exemple, quand il y a une panne, par exemple au niveau du centre, on ne sait jamais, parce qu'il ne faut pas voir comme la situation actuelle. Mais une fois qu'il y a des feux rouges, il ne faut pas qu'il y ait de panne. C'est un centre qui est ultra sécurisé, mais il ne faut pas qu'il y ait de panne, parce que sinon ça risque de chambouler tout le système circulatoire, voilà, du trafic. Donc il faut un deuxième centre pour le sécuriser. D'accord, en cas de panne ou bien voilà. D'accord. Et est-ce que vous croyez qu'il apportera des solutions réelles à la circulation routière dans la capitale qui souffre quand même malgré toutes les solutions mises en place? Oui. L'objectif, c'est ça, madame. C'est de réduire le temps de parcours. C'est de réduire le stress des gens.
Parce que quand je m'arrête dans un carrefour, je sais pertinemment voilà, donc il y aurait mon tour pour passer. Pas comme la situation actuelle, c'est la course, voilà, qui passera le premier, déjà adulte. Mais l'objectif principal, c'est quoi? C'est de réduire le temps de parcours, de réduire la pollution, parce que quand le moteur est équilibré, donc ça réduit la congestion, de réduire le nombre d'arrêts au carrefour, parce que quand je démarre d'un carrefour, je ne m'arrête pas. Voilà, parce qu'il est coordonné. Et exploiter d'une manière optimale le réseau, de réduire le recours aux investissements en termes de réseau ou en termes d'infrastructures routières, parce que l'objectif c'est quoi? C'est l'augmentation des capacités dynamiques, c'est pas physique, voilà. Donc on augmente parce qu'on exploite rationnellement le réseau existant. Donc il va apporter des solutions, c'est la réduction du temps de parcours. Très bien. Et donc, il y a, on a dit au début, donc 25 qui vont être opérationnels ce mois-ci, Voilà, en attendant la livraison des autres carrefours. Avec le centre de régulation. Voilà. Donc, le centre de régulation, on a dit fin d'année. Après, on passera la deuxième tranche qui est les 304. Voilà. Donc en tout, et il y a une troisième phase. Qui est? La troisième phase, c'est la gestion des parkings, pour que les gens sachent là où il y a une place de stationnement disponible, voilà, pour ne pas tourner ce qu'on appelle la circulation superflue, c'est-à-dire qui participe à la congestion quand on cherche une place de stationnement. Il y a les trémies, il y a les tunnels et il y a l'information des transports collectifs, comme on l'avait dit, pour le métro, pour les bus ETUSA, pour le train. Donc tout ça sera centralisé au niveau de ce centre. Voilà. Très bien. Donc on a dit que le projet... le centre de régulation en fin d'année. Et quand est-ce que le projet sera finalisé? Donc on a 55 mois. Tout le projet, les 3 tranches, voilà. Les 3 tranches, c'est 55 mois. Ça veut dire c'est en 2022, fin 2022. Voilà. Très bien. Les 3 tranches, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une estimation du coût global de ce projet? Oui. Jusqu'à, c'est 19 milliards de dinars. D'accord. Et est-ce que le même projet concernera d'autres wilayas du pays, par exemple Oran, qui est confronté au même problème de la circulation routière que la capitale? C'est envisageable? C'est envisageable. Même l'entreprise, cette société mixte, quand elle a été créée, elle a été créée dans ce sens. C'est vrai, elle a été créée pour Alger, mais qui a toutes les possibilités, et même ses statuts lui permettent, voilà, d'évoluer ou bien d'intervenir dans les autres wilayas. L'objectif, c'est ça. Voilà. Pour le moment, on a commencé par Alger. Voilà. Très bien. Donc, il y a eu ces dernières années beaucoup de réalisations, beaucoup de développement en la matière. Comment vous qualifiez la circulation routière dans la capitale d'une manière générale? Parce que, madame, pour la qualifier, il faut connaître les raisons d'abord. Les raisons, c'est quoi? C'est l'augmentation du parc auto. L'augmentation ne pose pas de problème aux conditions, il y a un niveau de vie des Algériens qui s'améliore, mais c'est son utilisation, voilà. Son utilisation, voilà. Le parc auto, il a doublé en 10 ans. Actuellement, il atteint 1,5 million d'unités à Alger, enregistrées à Alger, voilà. Voilà. On a l'existence d'un port qui est au centre-ville aussi, je ne dis pas, madame. Il y a sur le plan aménagement aussi, qui agit, qui influe sur la circulation quand, par exemple, il y a une séparation entre l'habitat et le travail, donc les gens ils se déplacent, voilà, ils se déplacent, et notamment aux heures de pointe, c'est-à-dire aux heures de pointe, où difficile de prendre en charge tous les flux, voilà. Voilà. Il y a ça, il y a aussi la structure urbaine qui est centralisée. Actuellement, l'activité est au centre-ville, donc tout le monde converge vers le même lieu et durant les mêmes heures. Donc aux heures de pointe, il y a une pression, voilà. Il y a ça, et il y a le transport collectif aussi qu'il faut améliorer, parce qu'il faut absorber tout ça par le transport collectif. Donc actuellement, madame, les pouvoirs publics, ils ont agi dans 3 actions, c'est 3 directions plutôt. Ils ont agi sur l'aménagement du territoire. Tout à fait. C'est la création des différents pôles. Alger, je parle, madame. Oui. Voilà. Il y a les pôles. Il y a les pôles qui sont créés pour un peu desserrer les taux sur le centre-ville et répartir un peu, répondre un peu à la demande de transport. Il y a ça. Il y a le développement des transports collectifs qui a connu, madame, un développement phénoménal. C'est vrai. Il y a le métro, le tramway, le train de banlieue, les différentes dessertes ferroviaires telles que Beltoutas Zeralda, telles que prochainement il y a l'aéroport aussi qui sera desservi par le train. Tout à fait. Voilà, il y a le métro avec les extensions du métro et tout. Donc il y a
les nouvelles acquisitions pour renforcer les capacités de l'ITUSA. Même en attendant un peu d'atteindre ces capacités, c'est-à-dire ces capacités, on a fait recours à l'affrètement, on a loué des bus, voilà, pour faire face, pour prendre en charge la demande exprimée. Et notamment pour prendre aussi les nouvelles cités, nouvellement habitées. Voilà, habitées. Donc c'est tout ça, madame. Parce que pourquoi tout ça? C'est pour un peu reporter l'usage des véhicules vers le transport collectif. C'est la seule manière, madame, de réduire la consommation de l'espace. Parce que, madame, si vous, voilà, vous imaginez, 100 véhicules, ils peuvent être pris en charge par un bus. Vous voyez à peu près la différence, madame, en termes de consommation de l'espace. Voilà. Tout à fait. Et parallèlement à tout cela, on a un manque flagrant de parking, monsieur Ghosn. Il y a une stratégie. On n'a pas suffisamment de parking. Oui, on n'a pas suffisamment, mais il y a des parkings qui sont en cours. Il y a certains qui seront livrés au courant de cette année. Il y a la concession actuellement pour limiter le recours donc, au trésor public. Voilà. La wilaya d'Alger a procédé à faire des concessions des terrains pour les opérateurs publics et privés pour qu'ils réalisent des parkings et d'autres, c'est-à-dire des équipements multifonctionnels, avec un cahier de charges en exigeant de ces opérateurs de réaliser 500 places destinées au public. Voilà. Donc c'est avec ça, madame, et de limiter un peu le recours à chaque fois au trésor public qu'on va développer le stationnement et parce qu'il faut absolument les parkings. Voilà. Oui, le développer, voilà. C'est une problématique qui se pose, même dans les nouveaux quartiers qui sont construits, qui sont réalisés. Il n'y a pas, on pense à tout sauf au parking. Là, actuellement, madame, non. Pour la délivrance d'un permis, elle est conditionnée par le parking. Oui. Le parking. Ah oui. Que ce soit la cité, que ce soit une promotion, que ce soit un équipement, il y a une exigence, voilà, d'offrir un nombre de places suffisantes pour le... Eh bien, j'espère que ça apportera des solutions réelles. Voilà. En tout cas, un message pour les conducteurs algérois. On va leur dire qu'ils... Une fois que la mise en place... Une fois que la mise... Eh bien, il faut qu'on respecte le feu rouge, voilà. Il ne faut pas qu'on fasse comme actuellement que ça se passe, parce que j'ai constaté, par exemple, je crois que du côté de Babzoar, où il y a des feux rouges, ils ne sont pas respectés. Si on ne respecte pas ces feux rouges, donc le système ne fonctionnera pas. Voilà. Tout à fait. Et aussi, donc, le stationnement au milieu des carrefours aussi... Respecter le code de la route. Respecter le code de la route et de la signalisation qu'on va apporter. Bien sûr qu'il faut... Si on veut s'améliorer, si on veut améliorer les conditions de circulation. Il faut que les usagers adhèrent pleinement à la stratégie. C'est ça, c'est ça. Voilà. Merci, monsieur Ghosn. C'est à moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes unique sur le territoire. Pas seulement directeur des transports, alors transport, déplacement et de la circulation. Oui, parmi les 48 wilayas d'Algérie. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Radia, il est temps de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci Nejma, merci également à votre invité, à qui on souhaite bonne chance justement pour ce trio de missions. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite ouvrir quelque part une page santé avec les invités qui vont suivre, mais avant on plante un petit peu le décor par ce gros plan, un gros plan réalisé par Yazid Mahieddine auprès d'un radiologue qui excelle justement dans sa spécialité, qui est entre autres donc la radiologie interventionnelle vasculaire, donc une discipline qu'il maîtrise, pour laquelle il a reçu de nombreuses consécrations et des encouragements dans les hôpitaux en France et en Europe. Aujourd'hui, il a amené son savoir-faire en Algérie, à Boumerdes en l'occurrence. Voyons un petit peu le témoignage de ce médecin au micro de Yazid Mahieddine. De Bourj Mlayen, dont le savoir-faire a rayonné sur l'ensemble des CHU français à Nancy et à Vesoul. Moussa Bouchareb a réussi à introduire la thérapie interventionnelle face à l'indifférence des responsables de la structure sanitaire de Besançon. J'ai été formé à l'université d'Alger, en fait, exactement en 82. Donc j'ai été à l'école du professeur Hartani à Bab el-Oued et je suis parti dans le cadre d'une post-graduation pour l'acquisition des techniques de radiologie interventionnelle. Ça fait 18 ans pratiquement que j'essaie de revenir en Algérie pour amener en fait ces techniques et les introduire en Algérie, former une équipe de jeunes radiologues. Quand je suis arrivé là-bas, donc je me rappelle très bien donc le professeur
Bonneville, où j'ai atterri. Quand je lui ai dit que je faisais donc de l'embolisation en Algérie, pratiquement il rigolait. Il se disait, c'est quoi ce gars-là qui vient de la brousse? Moussa Bouchareb, médecin radiologue, a fait du CHU de Vesoul un des vecteurs des connaissances relatives à la radiologie interventionnelle cardiovasculaire. Dans cet hôpital de Vesoul, le centre hospitalier intercommunal de Vesoul, on a développé un service donc, de radiologie interventionnelle vasculaire qui est devenu pratiquement une référence dans la région de l'Est de la France. Donc, dans la région, on a commencé pratiquement parmi les premiers à faire le traitement des fibromes utérins de la femme. Puis le traitement également même de l'anévrisme de l'aorte, qui est une grande intervention, donc l'anévrisme de l'aorte par voie percutanée carrément, donc sans ouvrir le malade, on arrivait à traiter l'anévrisme de l'aorte. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors tout ce qui est angioplastie, c'est-à-dire boucher, déboucher les artères des membres inférieurs. Et d'une facilité. Un plateau médical flambant neuf, assurant une gamme thérapeutique variée, dispensant des prestations de qualité dans le cercle diagnostique, un acquis qui renforcera le secteur de la santé dans tout le centre du pays. Et la santé, justement, il en sera question sur ce plateau tout de suite avec nos invités. Bienvenue au docteur Yassine Turkman. Bonjour. Bienvenue également au docteur Moustapha Moussaoui. Bonjour. Vous étiez là il y a déjà quelques jours pour annoncer un très bel événement, une initiative louable donc, de votre association. Rappelons que vous êtes le président de l'association Al-Badr qui compte de nombreux bénévoles au service justement de la lutte contre le cancer. Alors, l'événement, comment s'est-il déroulé, ce relais? L'événement, ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait la coupole était archi-comble. Tout a été réalisé comme prévu. Oui. Bon, c'était un truc, une journée vraiment familiale, festive, conviviale. Vraiment, tout le monde a participé, tout le monde a adhéré à cette journée. Et on ne remerciera jamais assez la presse qui était venue vraiment en force. On avait demandé justement, on avait lancé un appel à la presse pour prendre le relais, parce que nous, on avait pratiquement tout préparé. Maintenant, c'est la presse vraiment qui était omniprésente et qui adhère totalement à ce projet de réaliser un centre d'oncologie pédiatrique. Vous disiez que la presse avait pris le relais. On va rappeler quand même qu'il s'agit d'un relais. Un relais organisé donc samedi dernier, c'était à la coupole Mohamed Boudiaf à Alger et nombreux étaient les participants justement à cette initiative qui vise entre autres et qui a pour but principal, vous pouvez peut-être nous le rappeler, docteur Turkmani. Oui, c'est le cancer de l'enfant. Tout à fait. Donc samedi, vraiment, l'enfant était au cœur pratiquement de la préoccupation de la journée et l'enfant et sa maman. Et je pense une des plus belles images qui pourrait résumer un peu cette journée, c'est ce petit enfant de 10 ans, 11 ans, Hani, qui a été vraiment, je dirais, le héros de cette journée. À lui seul et avec sa maman, ils ont pratiquement rempli la coupole. Et même la coupole vide avec Hani et sa maman, c'était une journée pleine d'émotions, chargée d'émotions. Oui. C'était... Pourquoi vous dites qu'ils ont rempli justement cette coupole? Parce que c'était un enfant atteint de cancer de 10 ans, mais qui était plein de vitalité, plein de vie, était joyeux, il a couru, était radieux, il a marché. Il a couru sans s'arrêter, alors qu'il était c'est un enfant atteint de cancer, qu'il est sous chimiothérapie. Mais la joie, je pense, et cette journée festive lui a donné du jeu, du tonus. Il était heureux. Oui. Et c'est ce qu'il faut ramener pour faire oublier à ces enfants qui sont quand même atteints de cancer. Et je voudrais rendre hommage aussi à sa maman, qui a été vraiment un exemple, je dirais, d'abnégation, de sacrifice, d'amour pour son enfant. Et c'est ça un peu, je dirais, le problème, c'est ça la problématique. C'est l'enfant et la maman. Oui. Parce que l'enfant atteint de cancer, c'est aussi la maman et au-delà toute la famille. C'est la famille qui est atteinte en même temps. Oui. Je dirais l'objectif de cette journée, c'était un peu de remettre un peu au centre des débats, des préoccupations, le cancer de l'enfant, qui est un peu, je pense, le parent pauvre, je dirais, du plan cancer. Voilà. Sans jeter la pierre à quiconque. Oui, bien sûr. Donc mais beaucoup de choses ont été faites pour l'adulte,
Mais pour l'enfant, je pense que peu de choses ont été faites et beaucoup reste à faire. Notamment ce projet de centre d'oncologie pédiatrique. Absolument, j'y venais justement. Voilà, donc il fallait, cette journée, c'était pour sensibiliser sur un vrai problème. Et le vrai problème, c'était ça. La prise en charge de l'enfance malade. C'est vraiment prendre d'abord conscience qu'il y a un problème de prise en charge de l'enfant atteint de cancer et se mobiliser en tant que société civile et au-delà de la société civile en tant que partenaire, tous les partenaires, même les autorités publiques, et susciter cet élan de solidarité avec cette frange, je dirais, de la société. En tout cas, que sont nos les enfants. premiers jalons de cet élan de solidarité qui vise justement à la construction d'un centre d'oncologie infantile, donc a été jeté samedi dernier. On va voir en image le compte-rendu aussi de notre collègue de Canal Algérie qui était sur les lieux. Il s'agit de Leila Benaïcha. En Algérie, plus de 1500 cas de cancer chez l'enfant et l'adolescent sont diagnostiqués chaque année. L'association Al-Badr d'aide aux malades atteints du cancer tire l'alarme et lance sa première édition du relais contre le cancer. Ensemble, construisons le premier centre d'oncologie pédiatrique en Algérie. Donc on est très content que la presse ait y participé aujourd'hui de façon massive et vraiment on est très content de cet apport pour la construction du centre d'oncologie pédiatrique. Les plans architecturaux ont été validés par le ministère de la Santé, ils sont prêts, donc on attend uniquement le permis de construire qui va venir de la wilaya de Blida. On sait très bien que M. Chofa, le wali actuel de Blida, il adhère pratiquement totalement et à fond avec son exécutif pour la construction de ce centre d'oncologie pédiatrique. Pour l'occasion, la coupole a abrité une foultitude d'activités sportives, artistiques et culturelles, ainsi qu'une large campagne de sensibilisation et communication sur la prévention et la lutte contre le cancer et l'aide aux malades, pour laquelle un grand nombre de jeunes volontaires de l'association Al-Badr se sont déployés, affichant un engagement et une contribution pour la bonne cause. En tant que bénévole, on fait la sensibilisation, on motive les gens, à venir cotiser ou bien participer ou faire entendre notre voix. On sensibilise le grand public aux dangers de facteurs de risque de cancer. Et voilà, on est toujours là pour aider les patients ainsi que les autres membres. Dans cette ambiance festive et conviviale, les enfants malades ont littéralement fusionné avec la foule venue leur apporter sa solidarité et son soutien. Afin de vaincre le cancer et donner cette lueur d'espoir aux enfants malades, la concrétisation de ce pôle médical et social est plus qu'urgente. Appel à la participation même symbolique de tous. Nous lançons un appel à tous les citoyens qui soient en Algérie ou en dehors de l'Algérie pour participer à ce grand projet national qui va aider, qui va donner un espoir à tous nos enfants atteints de cancer et surtout à leur famille, notamment à la maman. Moussaoui, moi j'aime bien cette image de jeunes combattants, on va combattre le cancer en commun et donc avec la participation de tous, c'est un petit peu, ça illustre cet objectif apparemment atteint pour cette première journée d'information en fait et qui a permis justement de faire connaître ce nouveau projet. Nous, on était vraiment occupés ce jour-là à recevoir des personnalités et les gens qui étaient sur place. Mais vraiment, à revoir comme ça des images, vraiment, ça nous fait vraiment beaucoup de chaleur au cœur. Vraiment, oui. Et là, il faut rendre hommage aussi à la DJS d'Alger et à la wilaya de Blida qui ont été partie prenante de cette journée. Oui, la wilaya de Blida qui est à saluer avec tout justement
les dirigeants de cette wilaya qui est limitrophe à Alger et qui a accepté justement d'embrasser ce projet et d'offrir l'assiette. Parce que vous avez donc l'assiette, elle est là, elle est prête. Vous êtes en phase de collecte des fonds pour ce centre oncologique. Absolument. Donc tout est prêt, c'est-à-dire qu'on a le terrain de 3000 m² près du centre anti-cancer de Bida. On a les plans qui ont été réalisés par un grand bureau d'architecture, M. Zerarga, qui est le premier contributeur, le premier donateur pour ce projet, dans la mesure où il l'a fait gracieusement. Et les plans ont été validés par le ministère de la Santé. Maintenant, il ne restera que le permis de construire qui sera là dans quelques mois. On sait très bien l'engagement de M. Louali, actuel de Bida, pour ce projet national et d'intérêt public et d'intérêt vraiment important. Oui, justement, vous parlez de l'intérêt de cette initiative. On va poser la question au docteur Turkman. Oui. Justement, l'enfant requiert une prise en charge spécifique, d'où la nécessité de ne pas le traiter au CPMC ou les centres qui existent actuellement, les hôpitaux, je dirais standards. Mais vraiment, pourquoi l'enfant requiert-il une telle attention et un espace propre pour Absolument, parce que l'enfant a ses propres spécificités de l'enfant. Ce projet-là, à la limite, il s'impose de lui-même. Parce qu'il va répondre, je dirais, à deux problématiques. Une prise en charge en quantité et en qualité. Au jour d'aujourd'hui, ce centre va offrir quand même une 60aine de lits. Donc de lits supplémentaires. Bon, ça a été dit, le nombre de cas annuellement nouveaux, c'est autour de 1500. Et c'est en augmentation croissante. Et l'offre de lits est pratiquement la même. Elle est largement insuffisante. Et même les 60 lits dont vous parlez resteront toujours insuffisants. Oui, forcément. Il y a un travail à effectuer. Oui, il y a un travail à faire, je pense, au niveau de toute l'Algérie. Donc on pouvait aborder la question autrement, faire un hôpital de 100 lits ou 200 ou 300 lits et faire venir tous les Algériens à Bida, ce n'est pas une solution. Non plus. C'est plutôt des centres de cette taille qui devraient être démultipliés un peu partout. L'Algérie est un pays presque continent. Donc il faut... pas comme un petit pays où on peut faire quelques kilomètres et être à Blida. Là, il faut plutôt que les centres aillent vers les malades. Donc, un premier centre de 60 lits ne va pas régler le problème de toute l'Algérie, mais va quand même offrir une offre supplémentaire en lits. Et deuxièmement, ça serait peut-être la première fois qu'on prendrait en charge les enfants atteints de cancer autrement. Au jour d'aujourd'hui, les enfants sont pris en charge de façon un peu éparpillée, éclatée. Des consultations dans un lieu, des explorations radiologiques, de biologie, d'anapathie dans un lieu, l'hospitalisation dans un lieu, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, c'est de façon éclatée. Or, l'idéal, et c'est de façon universelle, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Vous voyez, donc il faut faire comme tout le monde, comme des pays développés, c'est faire un centre qui va réunir en un seul lieu pratiquement toutes ces prestations de services, de la consultation à l'hospitalisation et même à l'hôpital de jour. Et plus que ça, comme l'enfant est un enfant, il y a le pôle médical qui s'impose, mais également un pôle social. Le pôle social, c'est pour que l'enfant puisse, pendant le temps qu'il est hospitalisé, être toujours au contact de sa maman. Et poursuivre sa scolarité, en plus, voilà. D'abord, il a besoin de sa maman. Donc, pendant le mois ou les 2 mois qu'il est à l'hôpital, sa maman est à côté de lui, dans un pôle social, dans une espèce d'hôtel, où elle aura un espèce de studio, où ils pourront vivre ensemble comme à la maison. Bien sûr, comme vous l'avez très bien dit, l'enfant a besoin d'aller à l'école, de continuer du moins sa scolarité. Donc, il faut offrir des classes de scolarité pour que l'enfant puisse continuer avec des maîtres d'école selon les classes, selon les niveaux. Et troisièmement, l'enfant est un enfant, il a besoin de jouer, d'être dans un environnement ludique. Et tout ceci, je pense, permet une espèce d'optimisation, je dirais du traitement. Les enfants guérissent mieux quand ils sont mis dans des conditions optimum de prise en charge globale. La prise en charge dans le cancer, ce n'est pas uniquement donner des comprimés ou d'opérer, tout ça. C'est un tout, et c'est réunir tous ces éléments qui permettront
je dirais, de meilleurs taux de guérison. Oui, confirmez-moi, messieurs, Ouais. c'est vrai que C'est ça. on parle, C'est ça la on parle, problématique. on parle de santé morale qui favorise justement la guérison d'un cancer. Et souvent, voilà, les santé. exemples vivants qui existent justement On un revient. petit peu de par le monde On revient. sont des exemples de personnes qui ont bien vécu. La santé, ça a été dit Pendant par cette l'OMS période. il y a près de 100 ans, ce n'est pas uniquement un état de bien-être physique, mais du bien-être moral. Oui. Donc c'est un peu tout ça. Et Le côté psychologique est très important pour cette maladie. Il ne en suffit pas juste particulier. d'être indemne de maladie, mais il y a une prise en charge qui est globale. Et ce type de centre d'oncologie pédiatrique permet justement une prise en charge globale et intégrée en un seul lieu. Vous savez, comme dans le théâtre, c'est l'unité de lieu et l'unité de temps. Donc il faut réunir ces éléments pour que le résultat soit le meilleur possible. Oui. Et on va, je pense, à partir des chiffres existants, et ça je jette la pierre à personne, nous partons d'un constat et nous voulons améliorer les choses. Le constat, il est assez difficile à admettre, mais c'est le constat, sans porter de jugement. Nous sommes à des taux de guérison qui ne dépassent pas les 20-25% quand l'enfant a la chance d'être hospitalisé. Nous voulons tendre vers ce qu'au fond, des pays comme le Liban, on va pas chercher Ou les l'Égypte États-Unis. aussi qui a Ou créé l'Égypte. un hôpital Absolument. oncologique On infantile va pas- qui était on va pas- énorme. on va- Et grâce à la participation De la des société citoyens- civile. de la société civile. Absolument. Ce n'est pas un hôpital étatique, Oui. Non. c'est la participation à De la à société titre symbolique, comme le disait tout à l'heure le reportage. oui, oui. Donc, mais une petite pierre devant une oui, petite pierre absolument. va construire Je un dirais, les mur. petits ruisseaux vont faire des grands Vont fleuves. faire les grands fleuves. Et les tout à fleuves fait. feront les océans. Tout à fait. Et donc on pourra, pourquoi pas, ne sont pas, s'ils sont plus mieux que nous, on peut faire aussi bien, voire mieux. Et l'Algérien a bon cœur, l'Algérien Vous est savez, généreux. nous, on a vu ce que font les autres, comme le relais. Je pense que le relais, t'as la coupole, t'as samedi, t'as avant-hier, c'est quelque chose de très beau, Oui. très réussi, que même d'autres n'ont pas fait. On a vu, quand l'Algérien, il est motivé, sensibilisé, et quand vraiment il veut mettre Manaha du Chia, il peut faire des choses magnifiques. Absolument. Et je pense que cet hôpital, on le fera, Inch'Allah, Oui, grâce à il Dieu. verra le jour. Et Moi, il verra le jour j'y crois grâce à la également. mobilisation de tous. Donc Oui. vraiment un appel Yannick, pour tous, et notamment les opérateurs économiques. Parce que franchement, c'est eux qui peuvent effectivement faire bouger les lignes de façon très Tout importante. à fait, parce que les apports peuvent être plus Bien sûr, conséquents parce que c'est qu'un quand même- individu. C'est quand même un hôpital. Tout à fait, c'est quand même un hôpital. Docteur Moussaoui, une petite évaluation de la solidarité déjà un petit peu sondée lors de cet événement du samedi dernier. De la solidarité, bon, on remerciera tous les participants qui sont venus. Mais les gens ont couru, marché pendant 12 heures. C'est inimaginable. Mais alors sans arrêt. C'était le relais qui était le plus important. Je ne parle pas des exhibitions sportives, des animations, de la participation des artistes. Mais pendant 12 heures, il y a des gens des sportifs, qui ont couru pendant 12 heures sans arrêt. C'est inimaginable. Il y avait 6 ou 7 personnes qui avaient fait. Il y avait une femme qui avait couru 4 heures de suite, d'affilée. Et les autres, il y a 6 ou 7 personnes qui ont couru pendant 12 heures. Il y avait cette participation massive des enfants, des femmes, des hommes, des adultes, des jeunes, des moins jeunes. Et je voulais revenir un peu sur le côté psychosocial. Voilà, il y a les faits marquants ce samedi. C'était l'enfant, Hani, qui n'arrêtait pas de faire du sport toute la journée. Toute la journée, il faisait des acrobaties, il participait avec des musiciens, il prenait la guitare, il prenait la batterie et tout. Il y avait la présence de sa maman. C'était un bout en train. Il y avait la maman, il y avait sa maman qui était omniprésente. Et on était étonnés, il y avait 2 jeunes de l'association qui avaient un cancer. Et vous ne le saviez pas. Et on ne le savait pas. Et qui ont témoigné, parce que Salima Souakri, qui était sur place, elle avait appelé les gens à témoigner. Et il y avait justement une fille qui va passer sa licence universitaire, et un autre qui était étudiant pareil, qui ont parlé des études justement, et c'est ça, il y a le côté ludique, le côté la maman qui doit être à côté, et le côté scolarité. Ces étudiants sont très jeunes, donc c'est dire que nul n'est à l'abri d'un cancer, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, nul n'est à l'abri d'une atteinte par le cancer, d'où la nécessité de participer. Moi, l'élan du cœur, on a compris, il y était, mais est-ce que concrètement,
il y a eu aussi des personnes qui étaient prêtes à mettre quand même la main dans la poche pour justement offrir une petite aide à ce démarrage. Ah bien sûr, il y a des gens qui se sont présentés sur place pour justement donner un chèque. Et je vais vous raconter une histoire. Monsieur Bellaribi, qui est chef de production à l'ONTV, il est venu, c'était le 3e jour du décès de sa sœur, et c'était pour faire une donation à la mémoire de sa sœur. Oui, Allah yarhamha. Voilà. Et vous voyez comment les gens de la télévision, lorsqu'on connaît justement, lorsqu'on a un proche, lorsqu'on perd un proche, on comprend l'ampleur de la maladie, effectivement. Oui. J'espère qu'ils seront nombreux à vous suivre. Donc c'est l'association Al-Badr. On rappelle que c'est l'association Al-Badr qui orchestre justement cette collecte en faveur de la création du premier centre oncologique qui peut-être sera le premier de toute une série d'un réseau de centres à travers le territoire, grâce à l'élan de tous, grâce à la participation de l'ensemble de la société. Messieurs, vraiment j'ai été ravie de vous recevoir ce matin et de parler encore de cette initiative qui nous tenait à cœur. Nous, en qualité d'équipe de Canal Algérie, on l'a suivi de très près et avec beaucoup d'émotion. Merci donc au docteur Yassine Turkman, oui. Voilà, et donc merci également au président de l'association Al-Badr, Mustafa Moussaoui, de nous avoir permis de parler et d'inviter les téléspectateurs qui nous suivent ce matin à suivre cette initiative, absolument. Donc je vous souhaite une excellente journée, messieurs. Et vous qui êtes avec nous ce matin, nous allons mettre le cap sur un autre domaine. Cette fois-ci, on quitte la santé pour parler de visuel. Oui, une projection qui a eu lieu, donc une projection de film qui a eu lieu à Constantine. Il s'agit de l'œuvre El-Bouri, tout à fait. El-Bouri, donc un travail signé Ali Issaoui. C'était à la Maison de la Culture Malik Haddad à Constantine. La projection a été suivie de très près par Naïma Chekchek. Nous sommes en 1836-37. Une histoire d'amour particulier entre Saad et Nejma se déroule dans la ville des Ponts, Constantine, alors que celle-ci est assiégée et encerclée par l'armée française. Une histoire du patrimoine constantinois adopté par le chant malouf de Fergani, puis par ce film intitulé El-Bouri. La chanson El-Bouri est connue et elle a été chantée par Mohamed Tahar Fergani. Le film a été écrit par Boulmerqa et je l'ai réalisé dans un langage cinématographique et en même temps avec un esprit de réalisation théâtrale. Pour le réalisateur Ali Issaoui, ce film est surtout une histoire prétexte pour raconter la résistance dans le Constantinois, un film où les rôles sont campés par d'importants noms du cinéma algérien. Le message du général Doraemon lui-même. L'accent constantinois est très doux et est très chantonnant. J'avais alors peur de ne pas être à la hauteur de cet accent. Mais Dieu merci, j'ai réussi à un certain degré à assurer mon rôle. J'ai réussi à accomplir le chant de cette histoire. En même temps, j'ai pu jouer pleinement mon rôle, qui est le rôle principal, parce que j'ai pleinement vécu chaque séquence. Le film était projeté hier en avant-première à la Maison de la Culture Malek Haddad de Constantine. Cette grande salle a rarement connu pareille affluence, tant celle-ci était bondée de cinéphiles, mais surtout d'amateurs de musique malouf, ayant spécialement fait le déplacement pour découvrir l'adaptation cinématographique de ce grand classique du chant malouf, à travers lequel un poète venu d'Annaba, Saad Jaballa, déclame sa flamme pour la belle Nejma de Constantine. Le direct. Oui, nous sommes en direct, Monsieur Kassed. Bienvenue en tout cas sur notre plateau. Et voilà, avec vous on va parler de sport. C'est en continuité avec la séquence qui vient de précéder. Une séquence où le sport était au service de la santé. Et vous encouragez aussi une discipline en particulier, le tennis en l'occurrence. Oui. Oui. Donc, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs algériens.
Effectivement, je suis le représentant du tennis algérois et nous organisons cette année la 2e édition d'un tournoi international pour la catégorie des juniors. Oui, et vous avez été désigné justement en qualité de directeur de ce tournoi, Monsieur Kassed. Oui, effectivement, je suis le directeur de la 2e édition. Oui. Je ne suis pas spécialiste en tennis. Je suis spécialiste en athlétisme. On connaît les origines. C'est Oui. l'athlétisme qui vous a distingué justement dans la scène sportive algérienne. Nombreuses consécrations en tant qu'entraîneur dans le tennis, dans l'athlétisme en particulier, et longue carrière quand même dans cette discipline en particulier. Vous avez ensuite cherché ailleurs. Vous êtes, vous avez transité vers le tennis depuis quelques années, et ça se passe bien? Oui, je peux dire que je m'y plais bien. Je suis formé pour être sur le terrain. Oui. Et là, je m'occupe de l'administration et des finances au niveau de la Ligue algéroise de tennis. Oui. Que je salue tous les membres qui m'ont fait confiance pour cette désignation. Mais en tout cas, ça volait très fort en athlétisme. J'imagine leurs espoirs. Ils espèrent aussi développer davantage le tennis dans notre pays, parce que ce n'est pas vraiment la discipline, elle n'est pas parmi les premières disciplines sportives dans notre pays, il faut le dire. Oui, effectivement. Mais elle a tendance à se développer. Oui, avec la nouvelle génération, avec l'ouverture et la création de nouvelles sections au niveau de l'algérois. Néanmoins, ça reste quand même minime par rapport aux autres sports, comparé au sport individuel. Et la particularité du tennis, c'est-à-dire dans l'algérois, nous avons pratiquement 57 communes, si je ne me trompe pas. Et sur les 57 communes, vous allez retrouver peut-être maximum une dizaine de communes qui disposent de terrains de tennis. Absolument, nous avons Ben Aknoun et les plus célèbres sont Ben Aknoun, également Bash Jarrah, qui est un club quand même qui a une tradition, un ancrage. On a Borj El Kifen aussi, oui, il y a Hedra qui compte. aussi. Il y a le club de Hedra. Et il y a d'autres communes. Et il y a aussi les communes limitrophes, genre Zeralda, on retrouve des clubs. Mais ça reste quand même insuffisant pour développer le tennis. Je parle de l'algérois. Non, on parle de l'algérois, c'est la Ligue algéroise voilà. dont il s'agit, parce qu'elle est organisatrice de ce tournoi international. Oui. Donc on reste bien sûr dans ce terrain-là. Oui, effectivement, c'est la Ligue algéroise de tennis qui a pris le volet organisationnel sous l'égide de la Fédération algérienne de tennis, et avec l'aide de la direction de la jeunesse et des sports, c'est nos partenaires. Sans eux, on n'existerait pas. Et si vous permettez, j'aimerais c'est-à-dire remercier le président de la Fédération algérienne de tennis, M. Bessad, et M. Karach, le directeur de la jeunesse et des sports, qui nous ont aidés, qui nous ont permis d'organiser ce tournoi international. Très bien. Alors, il y aura certainement une participation algérienne lors de ce tournoi, qui sera abrité d'ailleurs par le club de Jarrah. Voilà, donc ça se déroule déjà depuis hier. Les sélections ont commencé, ou comment on appelle cette phase qui a débuté La première phase, elle est appelée la phase de qualification. C'est les qualifs. Donc la phase de qualif, elle a débuté, comme vous l'avez si bien dit, dimanche. Donc aujourd'hui, ça sera le 2e jour. Et ce soir, c'est-à-dire en fin de soirée, le juge arbitre arrêtera définitivement la liste de ceux qui ont participé à ces qualifs et qui passeront à la phase finale. Mais en contrepartie, il y a des joueurs qui sont déjà qualifiés à la phase finale. Et il y a même des Algériens qui sont sur le tableau final. Et ces qualifs vont permettre à ceux qui ne sont pas qualifiés de se mesurer aux petits champions qui sont autour et d'essayer d'arracher une petite place en finale. Très bien. Arracher une petite place, c'est un petit peu le premier objectif de la compétition, mais il faut aussi arracher des points à une échelle un peu plus importante. Les tennisman sont en quête toujours de lieux de compétition qui leur permettent d'améliorer leur score par rapport à un classement mondial. C'est bien cela. Effectivement, c'est dit, dans le tennis, il y a le classement qui compte. Et pour avoir un bon classement, il faut prendre part à beaucoup de compétitions internationales. Donc, pour les athlètes algériens, nous savons qu'ils ne peuvent pas se permettre de se déplacer un peu dans le monde, et spécialement en Europe, là où il y a la grande compétition. Donc, nous avons pensé à rapprocher la compétition pour nos joueurs
et de leur permettre de conquérir avec des Européens, des Maghrébins, des Africains et même des Américains, et leur permettre d'améliorer le classement pour certains, et pour d'autres, de rentrer, de faire partie dans ce classement mondial. Très bien, donc j'imagine aussi que vous avez mis un petit peu les bases de cette compétition, à savoir des juges qui sont qualifiés mondialement, qui sont justement au diapason de ce qui se fait ailleurs et qui peuvent suivre les compétitions et donner de la crédibilité à ces concours. Effectivement, pour organiser déjà un tournoi international, il faut faire appel à un juge arbitre reconnu par la Fédération internationale. Pour ce tournoi, je citerai M. Mohamed Amin, qui est désigné pour organiser ce tournoi. C'est un arbitre international reconnu par la Fédération internationale de tennis. Il est secondé par 7 arbitres qui sont chargés et veillés à la bonne organisation de ce tournoi. Bah oui, il ne faut pas rater les petites balles là qui filent très Oui. vite des fois sur le... Là, il y a les juges arbitres qui sont là pour veiller, pour surveiller, pour accepter ou refuser certaines balles. Oui, c'est leur rôle. oui, la terre battue, la poussière, ça fausse le regard parfois. Non, donc je ne pense pas qu'il y ait de la poussière parce que quand même, avant chaque match, on arrose les cours. On arrose, on nettoie, voilà. C'est un rituel. Il y a toute une équipe. D'abord, vous me donnez l'occasion oui. pour remercier l'équipe de locaux qui a mis à notre disposition ces cours de tennis de Badjarah. Locaux, c'est l'office du complexe olympique. Il y a toute une équipe d'agents d'entretien qui est là, sous la coupe du directeur du tournoi, et qui veille à l'entretien, au traçage, à l'arrosage. Et je les remercie pour l'effort qu'ils sont en train de fournir pour donner une belle image de ce tournoi international. Ils sont importants, ce sont des petites fourmis. On les voit à peine dans les compétitions internationales suivies mondialement, diffusées sur les différentes chaînes de télé internationales. Mais ils sont là, ils sont précieux. Même ces ramasseurs de balles ont leur rôle à jouer. Et c'est ça le charme un petit peu du tennis, c'est qu'il y a toute une équipe comme ça, mais qui travaille de concert en toute fluidité. Parlons un petit peu maintenant de nos athlètes et de leur chance à cette compétition. Ben, comme vous le savez, le tennis est un sport quand même de grande renommée. Oui. Nos Algériens, il y a certains qui ont sûrement un mot à dire. Ouais. J'espère qu'ils vont réussir. Ça sera difficile parce que la concurrence elle est rude. Comme vous le savez, c'est un sport qui est dominé généralement par les grandes puissances européennes et américaines. Nous avons nos chances et nous avons confiance en nos jeunes et j'espère qu'ils iront jusqu'au bout pour améliorer leur classement sur le classement On a une international. petite championne, Linda, au milieu. Oui, elle y sera cette année oui, normalement elle y sera. Linda, vous parlez de Linda Belkhadour. Tout à fait. L'année dernière, elle s'est classée, elle a atteint les demi-finales. Ah bah c'est-à-dire, oui, durant la première édition. Et cette année, Linda n'y sera pas. Elle est remplacée par Mebarki Bouchra et Felousa Amina. Je pense que elles iront jusqu'au bout ou peut-être qu'elles feront mieux que le résultat obtenu par Belkhadour Linda. Enfin, je le souhaite. Du moins, elles vont essayer, elles vont tenter leur chance et on leur souhaite vraiment bon courage et bonne chance. Moi, je tenais à ce qu'on cite quelques-uns de ces athlètes qui prennent part à ce pool. Je peux vous donner quelques... Bon, là, j'ai donné les deux filles. Je peux vous donner aussi concernant les garçons. Allez, les garçons, il n'y aura pas de jaloux à ce moment-là. Oui, je ne vais pas citer tout le monde, mais néanmoins, je vais essayer. Ceux qui sont prometteurs, on dira. Oui, voilà, c'est-à-dire ceux qui se rapprochent. Je citerai Rigig Samir Hamza, Ali Moussa Ayman et Habibsi Mohamed Ali, que je pense qu'ils iront arracher des places honorables durant ce tournoi. Je le souhaite en tout cas. Voilà, c'est tout le mal qu'on leur souhaite et on leur souhaite aussi de décrocher quelques bons points comme ça pour leur classement. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Nous, notre but, c'est de contribuer au développement du tennis. Donc, s'ils arrivent à améliorer leur classement, pour nous, en tant qu'organisateurs, ça serait une réussite. Qu'en est-il maintenant de la participation étrangère à ce tournoi ? Nombreux sont les pays qui prennent part à ce... Ça commence à se faire connaître, il me semble, que vous m'aviez dit cela.
Oui, l'année passée, on a eu 23 nations étrangères et avec la participation algérienne, ça fait 24 nations. C'est quand même un nombre important. Très bien. Cette année, nous devrions avoir 26, mais nous sommes à 25, c'est-à-dire nous avons un pays de plus. Un petit pays de plus. Et un pays qui a fait défaut pour des raisons administratives, c'est la Colombie. Il devait y avoir une Colombienne. Qui s'est retirée en dernier lieu parce qu'elle n'a pas réussi à avoir son visa d'entrée en Algérie. Donc nous sommes à 25 nations. L'année passée, nous étions à 24. Et parmi les nations, il y a beaucoup de pays européens, arabes, africains, Canada. Il y a pratiquement toute une armada de... Une menace pour nos athlètes, l'Espagne entre autres, non? Je ne dirais pas que c'est une menace. Au contraire, c'est une aubaine, une occasion pour nos joueurs pour aller affronter ces joueurs espagnols ou français, parce que l'année passée, si vous voulez... Ils ont des académies en Espagne, oui, ils ont des assises et une tradition. Oui, c'est pour ça que je disais que pour nous, pour nos joueurs, c'est une occasion d'aller apprendre et d'améliorer leur jeu et gagner des points. L'année passée, le tournoi chez les garçons, il a été gagné par un Espagnol chez les garçons, et chez les dames, c'est une Espagnole. Donc l'année passée... C'est dire un petit peu la puissance. Ah oui, c'est une domination espagnole l'année passée. Cette année, on attend. Peut-être qu'il y aura une surprise. On essaye de faire des pronostics, mais bon... Ça sera difficile pour se pronostiquer. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas de chance. Je dirais qu'il n'y a pas de surprise dans le sport. Ceux qui ont des classes honorables, ils seront toujours au haut du tableau. Et ceux qui sont moyens, ils vont essayer de se rapprocher du haut du tableau. Et ceux qui sont en bas du tableau, ils vont travailler pour être au moins au milieu du tableau. Donc celui qui travaille, il réussit. Moi, j'aimerais maintenant vous poser une dernière question, parce que c'est le moment vraiment de clore cette séquence. Vous êtes passé de l'athlétisme au tennis. Comment votre regard justement de coach et d'entraîneur, comment vous voyez maintenant cette discipline, le tennis, maintenant que vous avez approché de très près ces athlètes, plein d'ambition, plein de punch? Enfin, je vois que c'est un sport individuel porteur, qui a ses problèmes, et je pourrais citer l'un des problèmes qui freine un peu cette spécialité, comparé à l'athlétisme, c'est le manque de l'infrastructure. D'accord. C'est-à-dire, dans l'Algérois, il y a certains clubs qui ne possèdent qu'un seul cours de tennis. Oui. Et on ne peut pas développer le tennis avec un seul cours. Oui. Au minimum, il faut avoir 4 cours dans un club. Absolument. Pour parler de développement. Oui. Donc, ou carrément d'une école qui se terminerait et qui s'achèverait par une académie, comme c'est le cas dans certains pays. On citera le Maroc, on citera l'Égypte, qui sont des pays arabes. Bon, bien sûr, la tradition existe en Europe, vous le disiez, c'est le fief. C'est la base, c'est l'école par excellence, c'est ça. Mais on pourrait aussi développer notre propre académie, pourquoi pas en Algérie? Oui, tout est possible. C'est une question de volonté. Je pense que la volonté est liée chez certains. Maintenant, il reste aux concernés d'adhérer à cette idée et d'offrir l'opportunité à ceux qui veulent développer réellement le tennis sur des bases solides, sur des bases scientifiques, et pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, vous l'avez si bien dit. Donc merci beaucoup de nous avoir permis de parler de ce tournoi international qui se déroule à Bache Jarrah. Ceux qui aimeraient suivre nos athlètes lors de cette compétition, vous pouvez toujours vous déplacer donc dans ce club de tennis très, très connu, célèbre, au cœur même de Bache Jarrah. Donc ça se terminera quand? Donc, les finales auront lieu ce samedi, le 23. Le tournoi, il a débuté hier, c'est-à-dire le 17. Il prendra fin le samedi 23. Très bien. Durant toute cette semaine, il y aura de l'activité tennistique sur les cours de Bache Jarrah. Donc, j'invite la population algéroise de se rapprocher de ce club et d'assister à de beaux matchs chez les dames ainsi que chez les hommes. Et si ça vous plaît davantage, sachez qu'il y a d'autres tournois qui attendent également dans 2 autres clubs. Effectivement, notre tournoi sera suivi d'un autre tournoi à Hedra et un 3e tournoi qui sera organisé à Ben Hakeloun. Voilà. Donc ça va pour les amateurs de tennis, c'est pas mal cette saison. Ça commence à bouger, c'est-à-dire avec le temps, je pense qu'il y aura encore plus de tournois. Je le souhaite encore pour d'autres clubs et de passer de 3 à 6 ou 9 tournois, ça sera toujours
que du bénéfice pour nos joueurs algériens. Pour les passionnés de raquettes. Voilà. Si vous le permettez, j'aimerais faire un petit hommage. Rapidement, s'il vous plaît. J'aimerais rendre hommage à 2 personnes qui nous ont quittés ces derniers mois. Je pense à Ami Abdillah Mahmoudi, le doyen du tennis, qui nous a quittés tout dernièrement. Il a consacré toute sa vie au tennis et à la jeunesse, ainsi qu'à M. Bouaziz Faisal, président de la section du GSP. Donc je tenais à leur rendre hommage. Ben, c'est très bien de penser à ceux qui ont servi aussi bien avant vous. C'est la moindre des choses. Prédécesseurs. Merci infiniment. Donc c'était, mesdames, messieurs, une occasion pour parler d'un tournoi de tennis, un tournoi international organisé à Alger au club de Bajrah par la Ligue algéroise de tennis. Et c'était Jamal Kassed, le témoin justement de cette organisation et directeur de ce tournoi qui était avec nous. Alors tout de suite, mesdames, messieurs, nous allons parler de nos chouhada. Nous allons ouvrir une page d'histoire à l'occasion de la journée nationale du Shahid de la guerre de libération. C'était un 18 février de l'an 1947, l'origine de ce choix de date. Bien sûr, les détails, nous les aurons dans un petit moment avec notre invité suivant, un passionné d'histoire, Mohamed El-Bah en l'occurrence. Mais avant, rappel tout de suite de cette journée, de cette organisation de la journée nationale du Shahid avec Sabrina Khlifi. Aujourd'hui, lundi 18 février, le pays entier célèbre la journée nationale du Shahid pour la 30e fois depuis son institution parmi les fêtes nationales. La journée du Shahid nous renvoie à ces hommes qui sont la symbolique d'une révolution singulière afin de s'inspirer de leurs sacrifices et des valeurs qu'ils auront laissées comme héritage pour les générations. L'occasion est aussi un retour à ce passé et à la mémoire de ces hommes qui méritent le respect et l'hommage. Le choix du 18 février depuis sa consécration en 1989 témoigne d'une volonté de fidélité et de continuité qui symbolise la date de la création de l'organisation spéciale OS qui a été le prélude de la lutte armée. Elle marque aussi, pour ainsi dire, la lutte de libération nationale par la présentation de la question algérienne devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 février 1957. Une date importante dans le combat pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie. Février à lui seul revêt un caractère solennel dans le combat d'un peuple et celui de la barbarie. De par l'exécution d'un grand nombre de moudjahidines durant ce mois, prenant pour cobayes les habitants de la région et dont les séquelles ne cessent de faire des victimes même de nos jours. L'on ne peut oublier ce qui s'est passé en ce mois de février, d'où l'importance d'y revenir, car il rappelle aussi la création des zones interdites, la pose de barbelés électrifiés et des milliers de mines antipersonnelles qui continuent à semer la mort, malgré les efforts de l'armée pour les désamorcer. Le mois de février
C'est aussi le bombardement par l'aviation de l'armée coloniale contre la population de Sariyet Sidi Youssef en territoire tunisien le 8 février 1958. La commémoration de la journée nationale du Shahid est l'occasion de mettre l'accent sur l'importance à accorder à l'histoire nationale et à son enseignement aux jeunes générations qui doivent préserver ce lien sacré avec leur glorieux passé et l'histoire révolutionnaire de leur pays libéré au prix d'immenses sacrifices et de souffrances endurées pendant 132 ans. Et voilà, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, évocation ce matin et puis aussi hommage à ceux qui nous ont permis de recouvrir notre dignité en tant qu'Algériens, en tant que nation algérienne. Donc voilà, si nous existons aujourd'hui, c'est grâce à tous ces chouhadas qui ont payé le tribut du sang. Et aujourd'hui, justement, cette évocation se fera en compagnie de Mohamed Rebah, donc ce passionné d'histoire, histoire de la guerre de libération en particulier. Bienvenue à Mohamed Rebah. Merci. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Moi aussi. Voilà, un point d'histoire s'imposer. Oui, un point d'histoire pour expliquer la date du 18 février. C'est vrai, on dit journée du Shahid, Yom Shahid. On pense aux Shuhada de manière générale, mais on ne sait pas comment a été pensée cette date exactement. Le 18 février, c'est date de consécration de la journée nationale du Shahid, correspond dans l'histoire de l'Algérie à la date de création de l'organisation spéciale par le parti communément appelé l'OS. L'OS, voilà. Organisation spéciale, communément appelée l'OS. D'ailleurs, nous allons dire l'OS par la suite. Le 18 février, c'est lors du congrès, du premier congrès du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, qui avait été créé en octobre 1946 par Messali Hadj pour participer aux élections législatives. Et des militants du PPA clandestin, puisque le PPA a été interdit en 1939 et il est resté interdit, n'étaient pas d'accord. Oui. Pour la participation, ils voulaient qu'il y ait une lutte armée. Le déclenchement d'une lutte armée. C'était deux avis complètement... Au Congrès, Aït Ahmed est intervenu et dans un débat houleux, il a évoqué ce qui s'est passé le 8 mai 1945. Oui, les massacres. Les massacres. Parce que à l'occasion de la manifestation populaire pour l'indépendance, le 8 mai de 1945, c'est-à-dire le jour de la victoire contre le nazisme, contre l'hitlérisme, le PPA avait, disons, prévu une insurrection. Il a donné donc des ordres, ensuite des contre-ordres, ce qui fait que c'était dans la confusion, c'était mal préparé. Aït Ahmed a tiré les leçons, parce que lui, il avait participé aux manifestations en Kabylie, et il a tiré les leçons. Et à ce moment-là, le Congrès, il a été décidé de mettre en place une organisation spéciale, d'où son nom, pour préparer la lutte armée. Absolument. Donc là, il y avait trois branches. Il y a l'OS, le PPA qui est avec ses militants clandestins, organisés.
Qui a participé tous les militants du PPA à l'époque s'étaient impliqués dans la collecte des armes, dans la collecte des fonds, et qui avaient préparé le terrain justement au lancement. Alors, le MTLD, parti légal, participait aux élections, mais c'était surtout organiser des meetings pour développer l'idée d'indépendance, élever le niveau de conscience, comme on disait à l'époque, des masses. Et l'organisation spéciale était chargée justement, comme vous l'avez dit, de ramasser les armes, le financement. Et ça a été très très difficile pendant presque 8 mois pour arriver à une réunion le 13 novembre 1947, au domicile de Mohamed Belouizdad, qui avait été membre du bureau politique chargé de l'os, avec comme adjoint Aït Hamed. Et là, ils ont fait le point et ils ont compris qu'il fallait tracer une stratégie. Où aller, l'os, pourquoi faire finalement, son objectif. Le problème de matériel, le financement, le recrutement, sur quels critères? Pour le recrutement, le critère c'était la condition physique et avoir fait le service militaire pour le maniement des armes, et la foi, et le courage. Voilà les critères de... Ils sont arrivés pour dire qu'à recruter et puis 1000 à 1500. L'aptitude à l'évolution clandestine aussi, c'est-à-dire parce que c'était une opération d'un grand secret, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment maintenir le secret autour de cette organisation, autour de cette évolution. C'est bien de parler de secret parce que finalement, après, le secret a été dévoilé. Donc, nous allons arriver au moment où le secret a été dévoilé en 1950, c'est-à-dire où la police a découvert l'existence de l'os. En 1948, je donne des dates, ce sont des repères, c'est pour travailler par la suite. 1948, au cours d'une réunion comité central à Zédine, chez un membre, alors à l'époque influent de l'os, des Djilali, Belhaj Djilali. C'est un nom que l'on retrouvera par la suite parce qu'il trahira et il montera un maquis contre-révolutionnaire à Oued Fouda, dans la région de Oued Fouda. Il trahira, il a eu peur lors du procès de 1951 et il a été retourné par la France. Bon, c'est un point d'histoire, il faut citer le nom. Il y en a eu, bien sûr. Alors, en 1948, ils ont fait le point. 1949, il y a eu la crise du MTLD, ce qu'on appelle, entre guillemets, la crise berbériste. Et là, Aït Ahmed a été écarté de la direction et c'est Ben Bella qui est venu comme responsable. Et en 1949, il y a un fait à souligner, c'est que pour financer l'organisation, ils ont monté l'histoire de la Poste d'Oran, ils ont attaqué la Poste et ils ont détourné de l'argent pour financer l'organisation. Et cette organisation a été finalement découverte en 1950 par la police et il y a eu des arrestations et aussi démantèlement et l'entrée dans la clandestinité de militants, de dirigeants dont nous parlerons tout à l'heure. En tout cas, ce sont ces dirigeants de la première heure qui étaient au sein de l'OS, au sein du PPA, que l'on retrouvera par la suite comme acteurs principaux du déclenchement de la Révolution. Dans la réunion des 22, dans la réunion des 6. Et puis voilà, donc c'est dire un petit peu que les jalons ont été lancés pour un investissement total, un investissement au péril de la vie. C'est-à-dire que là, on se met en avant, on va vers une lutte armée, et donc on sait qu'on va perdre la vie. D'où peut-être
l'explication qui peut être donnée par rapport au choix de cette date? Moi, je voulais vraiment que le téléspectateur retienne le pourquoi de la journée de Shahid et le lien avec l'os. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre regard de chercheur, Mohamed El-Bah, par rapport à ce choix? Comment vous le trouvez par rapport à la journée du martyr? Je pense que il fallait une date pour chaque année, parce que c'est une loi qui a été prise en décembre 1991. En 91, elle a été votée en faveur de la consécration de chaque cette journée. année, consacrer une journée à la mémoire, évoquer le sacrifice, le shahid, le sacrifice du peuple algérien, pas simplement les combattants, parce que c'est le peuple qui a payé chèrement, et il faut se souvenir, les bombardements au napalm, les camps de regroupement, les emprisonnements, comme ça je cite, la répression massive pendant la dite bataille d'Alger, où il y a eu, on dit 3000, mais beaucoup plus, disparus, la torture, tout cela. C'est le nom de Shahid. C'est une fois par an, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Il aurait été difficile, moi je pense, de choisir le nom d'un shahid ou la date de décès d'un shahid en particulier, puisqu'ils ont été nombreux. On dénombre quand même plus d'1 million de martyrs lors des différentes luttes en Algérie. Et en 1962, on disait le seul héros, le peuple. Le peuple, tout à fait. Oui, il n'y a pas de zaïm. Justement, ce sont ces dirigeants militants de l'OS qui ont lutté contre l'idée de zaïm, parce qu'à l'époque, le zaïm c'était Msalé. Ils ont fait appel au peuple, l'appel du 1er novembre, l'appel de la Hélène le 1er novembre, appel au peuple. Les paroles de l'Arbi Ben Mehdi qui résonnent encore dans les esprits. L'Arbi Ben Mehdi, vous faites bien de le citer. Il a été, le mois de février, il y a des dates au mois de février. Il a été arrêté le 16 février. C'est le 16 février qu'il a été arrêté, selon des historiens qui ont travaillé sur des archives en France. Et son arrestation a été médiatisée, publiée, connue le 23 février. Et il a été assassiné le 4 mars. Et on reviendra sur cette date prochainement avec vous, Mohamed El-Bah, vous qui avez aussi écrit de très beaux ouvrages sur les Chouhada qui racontent un petit peu des chemins et des hommes, par exemple, retrace un peu la nous rapproche de cette vie des militants algériens. Et puis Taleb Abdelrahman aussi, donc guillotiné, symbole, donc guillotiné. Le symbole de l'étudiant. Oui. De l'engagement de l'étudiant. Et c'est le symbole aussi, il est sorti de la société opprimée, fils de pauvre, opprimé par le colonialisme. Il a eu la chance, mais il a accompli des efforts immenses. Et son sacrifice a été consigné donc dans un livre que vous avez justement partagé avec les lecteurs. Monsieur Mohamed El-Bah, nous arrivons au terme de notre émission globalement et puis de cette séquence. Un rappel, nous parlions à l'instant de la journée du Shahid, mesdames, messieurs, la journée des martyrs. Si vous deviez rencontrer les martyrs, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Parce que c'est avec ça qu'on va clore l'émission. L'indépendance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je le dis aussi pour les jeunes, que nous ne regrettons pas, c'est-à-dire que les martyrs, au fond, ne regrettent pas d'avoir donné leur vie pour l'indépendance. C'est un seul signe, simplement. Oui. Dans l'Algérie coloniale, l'espérance de vie était de 47 ans. Dans l'Algérie indépendante, elle est de 74 ans.
malgré toutes les difficultés, il ne faut pas oublier le nombre d'écoles, il ne faut pas... L'Algérie a fleuri depuis, et c'est grâce justement à ce qu'ont semé ces hommes et ces femmes, ce sang versé par nos martyrs, Allah yarhamhum, Allah yarham kamel shuhada. Moi j'ai envie de leur dire merci pour tout ce que vous nous avez donné, et on ne le dira jamais assez, contrairement à ceux qui s'élèvent et qui disent « Oh, tout le temps encore !» Eh ben non, on répétera et on répétera encore chaque année et chaque rendez-vous. Grâce à vous également, Mohamed El Merci, mais à vous aussi, à Canal Algérie, qui fait, je le dis de tout cœur, qui fait beaucoup pour faire connaître l'histoire de l'Algérie. Mais vraiment pas beaucoup, pas autant que vous. Merci mesdames, messieurs, passez une excellente journée. On se retrouvera dès demain matin à 8h et jusqu'à 9h30 pour Bonjour d'Algérie, bien sûr. Au revoir.